de nombreuses recherches démontrent qu'en réalité, depuis toute l'histoire de l'humanité, n'a existé qu'un seul empire mondial, celui de la Horde russe. C'est l'appellation donnée à cet empire par les auteurs de la nouvelle chronologie, Anatoly Fomenko et Gleb Nosovsky. Les adeptes de l'école historique traditionnelle objectent que si un tel empire avait réellement existé, sa chute aurait été un événement global de son époque qu'on n'aurait jamais omis de mentionner dans les pages des chroniques. En l'occurrence, ni les chroniques européennes, ni les chroniques russes, en apparence, ne disent rien à ce sujet. En réalité, c'est faux. La chute de l'empire de la Horde russe a été décrite dans l'histoire de façon très détaillée. Seulement, elle est connue sous une autre appellation, la réforme protestante européenne. La réforme protestante est une appellation conventionnelle du mouvement religieux et social du début du XVIe siècle qui s'est répandu en Europe. La réforme protestante a préparé des bases idéologiques pour les révolutions. Elle a élevé un nouveau type d'individu, formulé les bases d'une nouvelle morale, religion et philosophie. La réforme protestante a laissé une empreinte profonde dans l'histoire mondiale et a eu un caractère global européen. On croit que le processus de la réforme protestante a été assez bien étudié. Les historiens disposent de nombreux documents de cette époque, tels que l'édit de Nantes de 1598, l'index des livres interdits du pape Paul IV, les œuvres du fondateur du protestantisme Martin Luther, de Jean Calvin, les œuvres littéraires d'Erasme de Rotterdam et autres. Néanmoins, nos contemporains sont très nombreux à en savoir très peu. À partir du XVIe siècle, le terme de réforme est utilisé seulement en rapport avec les changements religieux de cette époque, l'opposition entre les catholiques et les protestants. Mais encore au XVe siècle, ce terme a été employé pour tous les changements sociaux et étatiques. Rappelons-nous ce que disent au sujet des événements de l'époque de la réforme protestante, les manuels d'histoire moderne et les encyclopédies. Les premières insurrections ont eu lieu sur les territoires qui aujourd'hui appartiennent à l'Allemagne, à la Suisse et aux Pays-Bas. Au XVIe siècle, ces pays étaient composés de nombreuses principautés et de villes libres, et c'est là que la réforme a eu le plus de succès. Au résultat, en 1581, les Pays-Bas ont proclamé leur indépendance du Saint-Empire romain germanique. En Allemagne, la victoire de la réforme protestante a permis le renforcement du pouvoir des princes locaux, en créant davantage d'isolement politique et économique. Les territoires de l'Italie moderne, en 1494-1559, sont tombés sous l'autorité de l'Espagne. En 1640, le Portugal a obtenu son indépendance de l'Espagne, qui à cette époque menait des guerres quasiment contre le monde entier. De temps à autre, l'Espagne avait remporté des victoires locales et annexé de nouveaux territoires, mais finalement, elle a subi des défaites partout. Au XVIe-XVIIe siècle a eu lieu le changement des dynasties royales dans de nombreux pays européens. Par exemple, en Angleterre, les Tudors ont été remplacés par les Stuarts. En France, le trône des Valois a été usurpé par les Bourbons. En Russie, après quelques années des grands troubles, la dynastie des Rurikides a été interrompue et en 1613, les Romanov ont accédé au trône russe. Ainsi, pratiquement pour tous les pays européens, le XVIe siècle a marqué un tournant important. On dirait des guerres sanglantes, auxquelles ont participé quasiment tous les pays européens. Ce conflit armé général européen a été relaté dans l'histoire sous le nom de la guerre de 30 ans. En octobre de 1648, la paix de Westphalie a mis fin à cette guerre qui a changé de façon radicale le Saint-Empire romain. Dans l'armée confédérée. Après la guerre, Piquet fut emprisonné pour trahison. Il fut immédiatement gracié par le président et franc-maçon Andrew Johnson, avant de devenir franc-maçon du 33e degré et le leader du Ku Klux Klan. On soupçonnait Piquet d'être un luciférien, sataniste. Il affirmait pouvoir convoquer Satan par la volonté en tant que grand maître de l'ordre du Palladium, le paganisme, ou plutôt le satanisme, ancienne forme du culte de Lucifer, a infiltré les loges maçonniques. Cette croyance s'est fortement répandue dans les hautes sphères maçonniques. L'industrie, les divertissements, la CIA, le Congrès et nos dirigeants militaires sont tous aliénés par le paganisme, satanisme, plus précisément par le nouvel ordre mondial luciférien. Ce qui va suivre sont les prédictions, non, les instructions d'Albert Piquet pour provoquer 3 guerres mondiales. Basées en grande partie sur les Rothschild, qui ont été envoyés dans une lettre à un franc-maçon, 33e degré, italien, baron de la mafia Giuseppe Mazzini, datée de 15 août 1871. La Première Guerre mondiale doit permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de faire de ce pays une forteresse du communisme athée. Les divergences attisées par les agents des Illuminati entre les empires britanniques et germaniques doivent servir à fomenter cette guerre. À la fin de la guerre, le communisme sera construit, sera utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions. La Seconde Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences entre les fascistes et les sionistes politiques.
Cette guerre doit permettre la destruction du nazisme et accroître la puissance du sionisme politique de façon à ce que l'État souverain d'Israël puisse s'établir en Palestine. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le communisme international doit devenir assez fort afin de tenir tête à toute la chrétienté, qui serait alors contenue et tenue en échec jusqu'au moment où nous en aurions besoin pour le cataclysme social final. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe-musulman et le sionisme politique, l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Nous lâcherons les nihilistes et les athées, et nous provoquerons un formidable cataclysme social, qui dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Puis tous les citoyens, obligés de se défendre même contre une minorité de révolutionnaires dans le monde, ils extermineront ces destructeurs de la civilisation et les masses déçues par la chrétienté, dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous. Manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme, simultanément soumis et exterminés en même temps. Une lettre troublante. Le rite écossais ancien est accepté à 33 degrés et c'est fini. Et en fait, au-dessus de ça, vous avez une maçonnerie qui s'appelle le bénébérite, interdite aux non-juifs. C'est très clair. Interdite aux non-juifs. Seuls les juifs de sang de la mer, etc., peuvent y rentrer. Et il se trouve que, alors, ils répondent, non, mais ça n'a pas de lien, etc. Bon, non seulement ça en a un, mais j'ai retrouvé les preuves des chartes signées entre Albert Pike, qui est celui qui est l'auteur d'ailleurs du fameux dogme rituel de la franc-maçonnerie, qui est le livre, un des livres phares des maçons de haut grade. Eh bien, Pike, avec le bénébérite, ont fait un accord de réciprocité qui a été signé en bonne et due forme. Alors, il faut savoir que Pike, le fameux Pike, était aussi un des grands maîtres du Ku Klux Klan. Mais attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Parce que non seulement, alors d'ailleurs le triple K de Kadosh, du 30e degré, fait aussi référence au Ku Klux Klan. Et vous allez voir beaucoup mieux, c'est que le bénébérite aussi a eu des liens avec le Ku Klux Klan. Les bénébérites ne sont qu'un pis-aller. Partout, la maçonnerie peut avouer sans danger qu'elle est juive par nature et par fin, des loges ordinaires suffisent à la tâche. Alors là, je donne mes sources, évidemment, cet extrait du Bénébérite Magazine, du volume, je crois, 63, voilà, signé par le frère Magnin, etc., etc. La maçonnerie est une institution juive dont l'histoire, les degrés, les fonctions, les mots de passe et le catéchisme sont juifs du début à la fin, à l'exception d'un grade intermédiaire et de quelques mots dans l'engagement. Ça, ce sont les publications de Jewish Society à Philadelphie, 3 août 1855. Il faut savoir qu'en plus, le président du Bénébérite, dans les années 1860, s'intitulait Grand Nazi. Ça a l'air d'une blague, parce que vous allez me dire, mais comment on peut s'intituler Grand Nazi en 1868 ? Il faut savoir que c'était des titres qui se donnaient eux-mêmes comme princes de l'exil du temps de Babylone, et donc voilà. Alors ça, je pense, c'est quand même intéressant. Donc le grand secrétaire s'appelait Grand Sar, et le grand président s'appelait Grand Nazi. Bon. On va commencer l'analyse à Paris, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Et notre analyse, c'était de savoir si Gog et Magog sont sortis ou pas, ou des monstres ou pas des monstres, ou bien toutes ces questions que nous avons. Donc Gog et Magog sont sortis à partir de ce moment-là, ici. J'ai oublié de les mettre. Et ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont dit, le système dit que ces Khazars qui sont apparus soudainement ici vers les 630, 650, ils ont remplacé les Gog turcs. Et en fait, ils ne les ont pas remplacés, ils ont exterminé les Gog turcs, et ils sont après pris. Les Gog turcs, ce ne sont pas des envahisseurs, ils étaient forts politiquement, de l'infrastructure, c'était une grande civilisation. Donc ils ont remplacé cette civilisation-là. Et après, ils ont commencé à changer de nom. Khazars, ils se sont fait appeler Khazars. Ils sont allés en Ukraine, ils ont fondé le Khazaria. L'histoire, le système nous dit que vers les 900, après Jésus-Christ, ils ont été chassés de l'Ukraine. Simplement, eux, non, ils sont restés là où ils étaient, ils ont grandi et
Ce sont eux les Mongols, Tatars et Cosaques. Donc bref, je ne vais pas tout analyser, mais on s'était arrêté ici à l'an 1500 après Jésus-Christ. Et tout le reste, on le connaît à travers l'histoire de France et l'histoire qu'on a appris à l'école. L'histoire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Après l'invasion mongole, qui s'est arrêtée, cosaque, ici, avant l'invasion cosaque. Donc c'est en fait, à cette période-là, ici en France, les Templiers ont été chassés par Philippe le Bel, petit-fils du roi Saint-Louis. Ils ont été chassés de France. Cette période-là, il y a eu l'unification de la Suisse. C'était différents cantons et à cette période-là, comme par hasard, d'un coup, baguette magique, ils se sont unis, ils ont brandi la bannière, leur drapeau actuel, qui est une croix rouge qui ressemble à la croix des Templiers. Et les Templiers, ils sont allés, d'après ce que dit le système, ils sont allés en Écosse. Ils ont aidé les Écossais à gagner leur indépendance face au Royaume-Uni. Mais simplement, quand on regarde le Royaume-Uni et l'Écosse, là on ne voit pas l'Écosse, c'est normalement un seul pays. Donc, est-ce qu'ils ont aidé les Écossais à avoir leur indépendance ou bien ça a été un coup d'État contre le Royaume-Uni pour... Donc, la chasse des Templiers n'a pas été effectuée en 1310, mais cela veut dire qu'elle a été faite en 610, pendant le Moyen-Âge. Philippe le Bel, donc il a vécu pendant le Moyen-Âge, non après. Le roi Saint-Louis, pareil. 614 mort de Philippe le Bel, fin de la lignée de Saint-Louis, parce que je ne vous l'ai pas dit. Juste après Philippe le Bel ait chassé les Templiers, sa descendance a été exterminée par la suite. Ils se sont succédés, ils sont morts tous quelques années les uns après les autres. L'indépendance de l'Écosse, qu'on avait vue vers les 1300, a été faite vers les 620. La guerre de 100 ans, supposée s'être déroulée entre 1337 et 1453, eh bien non, c'était de 637 à 753. La Renaissance n'est pas arrivée vers les 1300, non, c'était en 650, en 700, pendant le Moyen-Âge. Les Lumières, c'était le Moyen-Âge. Et après, il y a les expositions universelles.